Il est certain qu'il y a des auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont influencé, mais je dois dire d'abord que je suis une lectrice éclectique. Je ne lis pas un auteur systématiquement, je ne vais pas lire son œuvre. J'aime découvrir des auteurs, un ou deux livres de certains auteurs au hasard. Quand on m'en recommande un qui est bon, c'est très bien, mais quand moi je tombe au hasard comme ça de mes recherches dans une librairie, chez des bouquinistes sur un livre et que c'est comme un coup de cœur, et là cet auteur-là brusquement prend une place privilégiée dans ma vie, et surtout si je me reconnais dans cet auteur. Non, plus classiquement, plus près de nous, je dois dire que Marie Chauvet est l'auteur haïtien qui est sinon comme un modèle, mais quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, à qui j'aimerais ressembler en termes d'écriture, et parce que je pense que la génération actuelle lui doit beaucoup, énormément. Elle nous a libéré les mains, libéré le cœur, l'esprit. Je pense que Marie est celle qui est allée au-devant de son temps même. Donc, c'est ça que j'apprécie chez cet auteur-là, et ça ne changera pas pour longtemps, je pense, parce qu'il y a bien sûr évidemment beaucoup d'autres auteurs avant elle, après elle, femmes haïtiennes qui se sont un peu démarquées, mais Marie pour moi c'est vraiment la référence. Et puis mon deuxième coup de cœur a été peut-être Jacques Roumain et Gouverneur de la Rosée, que j'ai lu jeune, adolescente, et c'était un réveil puisque je découvrais un pays que je ne connaissais pas, et avec Jacques Roumain, avec cette façon qu'il a eu de me mettre sous les yeux ces hommes, ces femmes haïtiens compatriotes que je voyais toujours comme des paysans, pas comme des gens qui avaient une âme, qui souffraient, qui étaient heureux, qui réfléchissaient. Donc vraiment, Gouverneur de la Rosée pour moi aussi est une pierre blanche dans mon parcours de lecteur. Et puis comme ça, plus près de nous, il y a des auteurs que je découvre, comme Laurent Godet, qui est un auteur français, oui, français d'origine italienne, mais il a tellement écrit sur l'Italie que moi je l'assimile à un Italien. Et là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je ne vais pas vraiment élaborer, puisqu'il y en a plein comme ça d'auteurs, dont souvent j'oublie les noms aussi, mais avec qui j'ai une petite complicité, et j'y reviens de temps en temps. Donc, mais la constante, c'est découvrir, c'est toujours découvrir d'autres auteurs et les lire, surtout quand moi je suis en période d'écriture par exemple. Parce que quand on travaille sur un projet, il arrive un moment où on perd le souffle ou bien la confiance. Et c'est comme moi aller lire la Bible, aller lire un auteur que j'aime, et je prends de la force dans ce qu'il dit, parce que je le lis comme je le vois en train d'inventer, en train d'écrire. Et c'est ça qui me donne le courage, la force, l'envie de continuer. Donc la lecture, c'est vraiment, c'est comme, je sais pas, du vin. c'est ça. Bon, je vais naturellement parler de Port-au-Prince parce que je suis née à Port-au-Prince. Mes parents ont grandi à Port-au-Prince, même s'ils ne sont pas originaires de la capitale. Mais j'ai vraiment un passé, un vécu, et mon présent aussi se déroule à Port-au-Prince. Et donc c'est une ville difficile, mais que j'aime. Port-au-Prince, je la vis très superficiellement finalement, je m'en rends compte. J'utilise une périphérie par rapport à mon lieu de travail, par rapport à mes activités familiales. Et j'évite un Port-au-Prince que je sais qui existe,
qui est en dessous, qui est sinon inquiétant, mais je ne m'y aventure pas. Ce sont des repères et des garde-fous tacites que tout le monde connaît et on vit en marge, un peu en parallèle de ces lieux. Et quand je dis Port-au-Prince, c'est Pétionville aussi, puisque j'habite un peu en banlieue de Pétionville. Et Pétionville aussi, c'est une ville fascinante. Et il y a une évolution qui se fait depuis ces 20 dernières années. Et Pétionville, qui était un petit village, un lieu de villégiature, qui se retrouve maintenant tiré aux encoignures et qui éclate de monde, qui éclate de business, qui éclate de tout. Et on se côtoie, il y a du monde, ça grouille. C'est une ville qui m'intéresse aussi. Par exemple, il y a un quartier où on n'a qu'à descendre une petite pente et puis on est brusquement dans un autre univers. C'est un pan de morne qui est couvert de bidonvilles qui côtoie un quartier résidentiel. Non, mais ce sont des histoires extraordinaires. Et vraiment, ces lieux-là reviennent aussi dans ce que j'écris parce que j'ai une dialectique particulière que je développe avec ces endroits. Donc c'est ça, c'est cette ville qu'on connaît, qu'on ne connaît pas trop. Et quand on est des fois obligé, ou bien pour une raison quelconque, d'aller dans certains lieux, dans certains ghettos, on ne peut pas en ressortir sans une impression d'être oppressé. Et pourtant ces lieux-là, je les décris, je les vis, je compatis, j'ai une grande empathie pour les gens qui habitent dans ces endroits, mais c'est aussi dur de savoir, rien que de savoir qu'ils existent, ces lieux-là, dans cette ville-là. Donc c'est ça. Et ma grande expérience, c'est Port-au-Prince, bien que je regrette bien de ne pas avoir eu, par exemple, de grands-parents qui ont vécu en province, chez qui j'aurais pu aller passer des vacances. J'aime bien lire ce genre de souvenirs dans les textes de certains auteurs haïtiens. Et je pense que c'est un privilège que d'avoir, sinon vécu, d'avoir connu des lieux où il faisait tellement bon vivre longtemps, où la nature était encore relativement bien préservée, tout ce que nos enfants n'auront pas la chance de connaître. Donc Port-au-Prince, c'est cette ville hybride dont on ne peut pas prévoir le destin, vraiment, absolument pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas beaucoup de photos d'enfance. J'en ai très peu. Et comme mes parents ont divorcé pendant que j'étais adolescente, il y a eu un éclatement des souvenirs, une cassure quelque part qui fait que des photos sont restées chez un, d'autres photos sont restées chez d'autres. Ça s'est perdu. C'est pas comme quand il y a une consistance dans un cercle familial où on peut mieux se retrouver et garder des choses. Bien sûr, j'ai des souvenirs d'enfance et j'ai même un souvenir qui n'est pas le mien et qui m'est cher pourtant, qui m'a été rapporté par l'un de mes frères parce que je suis la petite dernière après 4 garçons. Et beaucoup de mes souvenirs sont dans la tête de mes frères. Et maintenant que nous sommes grands, que nous avons des cheveux blancs, de temps en temps, quand on se rencontre, j'aime bien qu'ils me racontent ce qui se passait quand j'étais toute gamine, des souvenirs que moi je n'ai pas gardés. Et alors l'un d'eux m'a dit que Jacques-Stéphane Alexis était l'ami de notre père et qu'il venait à la maison parfois, pas souvent, mais qu'il se rappelait l'avoir vu et qu'une fois il m'a parlé et il m'a tenu la main. Et pour moi, je sais pas, j'aime penser que ça s'est passé, que j'ai eu même une fois dans ma vie un contact avec Jacques-Stéphane Alexis. Parce que bon, là, j'adore ce qu'il a écrit, j'adore sa vie et je suis en train de, même très brièvement, le faire vivre dans un roman que je suis en train d'écrire là maintenant. Donc, c'est ça, donc je suis née d'une famille de 6, il y a ma grande sœur, qui était vraiment notre aînée parce qu'elle est née avant le mariage de nos parents. Elle est de 20 ans mon aînée, donc je la voyais toujours comme une tante dans la maison, comme une sorte de marraine. Et puis il y a mes 4 frères et moi-même. Donc j'ai une enfance assez solitaire, sinon solitaire mais repliée sur moi-même. Parce que bon, les garçons, c'était les garçons, ils avaient leur club de garçons, ils étaient tout le temps dans les rues, etc. Et moi, petite fille,
petite fille en Haïti avec nos traditions, notre culture de petite fille qui doit être gardée, préservée, etc. Donc j'étais ou bien dans la jupe de ma mère ou bien seule avec mes jouets. Et je pense que c'est de là que m'est venu ce côté d'introversion, parce que je suis quand même... j'aime bien être seule, j'aime bien être avec moi-même. Ça doit remonter de là, de tout ce temps que j'ai eu pour moi-même. Oui, j'ai aussi des souvenirs, des échanges avec la famille, mais ce qui m'a marqué, c'est ça, c'était de pouvoir passer beaucoup de temps avec moi-même et d'imaginer un tas de choses, de créer mon petit monde à moi, et ça, je le faisais souvent. Et c'est... Bien sûr, la question qu'on me demande est est-ce que je suis devenue écrivain ou bien est-ce que je suis né écrivain. Il y a les deux, et je pense que quelque part dans mon enfance, il y a ce pouvoir d'imaginer que je retrouve dans mes souvenirs d'enfance, qui était très profond. Non, vraiment tout petite, non. L'école, j'ai pas de beaux ni de bons souvenirs. L'école primaire, oui, j'étais chez des sœurs. Il y avait des sœurs françaises et des sœurs haïtiennes dans cette école-là. Et c'était assez particulier parce que ça se trouvait à Port-au-Prince, presque dans le quartier commercial. Et il y avait des petites haïtiennes comme moi, de la classe moyenne, et des filles, des commerçants levantins qui habitaient le centre-ville. Il y avait des Arabes, des Syriens, des Italiens. Et on les côtoyait, c'était nos camarades, nos collègues, mais ils étaient différents puisqu'ils n'étaient pas comme nous. Ils étaient des blancs en quelque sorte, mais parlant créole comme nous. Un peu les chouchous, des religieuses bien sûr, pour un tas de raisons. Mais quand même, c'était une bonne façon de comprendre que c'est une certaine réalité dans ce pays, que nous étions une société quand même en mosaïque. Et il y avait ces gens-là aussi qui faisaient partie de notre vie, de notre société, avec qui on allait plus tard à l'âge adulte continuer à avoir des relations. Et donc c'était ça l'école primaire, ce genre d'école que je fréquentais et que j'ai laissé quand même après le certificat d'études. J'en avais assez des religieuses, de leur rigueur, de leur c'est pas un peu d'hypocrisie. Moi, ça ne m'allait pas du tout. Et je me rappelle que j'ai demandé à ma mère de me changer d'école après le certificat. Et heureusement qu'elle m'a mise dans une école mixte. Et là, vraiment, ça a été mieux. En termes de relations avec les autres, avec mes camarades, j'ai eu j'ai connu des amitiés intéressantes qui... Même si elles ne durent pas encore, mais elles me sont chères. Et l'école secondaire, c'était déjà mieux. C'était déjà une ouverture sur l'adolescence et sur l'âge adulte. C'est un moment important, je pense, dans la vie de chacun. Et oui, j'ai aimé l'école. Et vers la fin de mes classes secondaires aussi, j'ai commencé à vraiment sentir un intérêt pour les lettres. C'est là que ça s'est manifesté chez moi. J'avais des professeurs très intéressants, des hommes très, très cultivés, très bien préparés. Et à ce moment-là, j'avais des relations particulières avec eux parce que bon, j'aimais ce qu'ils m'apprenaient et ils sentaient qu'il y avait une très bonne réception. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai senti se préciser cet intérêt que j'avais pour les lettres qui venaient déjà avec la lecture que j'ai toujours aimée. Donc, en gros, oui, les souvenirs, mais je ne sais pas, j'ai pas une très bonne mémoire de l'enfance. J'ai pas une très bonne mémoire de l'enfance. C'est toujours difficile de se voir soi-même comme écrivain. Bien qu'il arrive d'un moment où je me reconnaisse, bien sûr. Mais ce qui me motive, c'est cette voix que j'ai trouvée là, et je ne me l'explique pas trop. Elle est probablement le condensé de toute une expérience, de toute une vie, de tout un tas d'influences. Mais moi, ce qui m'intéresse,
c'est ce qui se passe à l'intérieur des gens. Même si j'entreprends un récit, mais ce qui fait l'intérêt pour moi du récit, c'est justement comment les gens vivent de l'intérieur, les circonstances de leur vie, les circonstances qui dépendent d'eux et ce qu'ils subissent. Et particulièrement Haïti qui revient toujours, ce que nous autres Haïtiens, nous vivons dans la société, et qui est une société quand même dans un pays du tiers-monde, un pays sous-développé, qui a beaucoup de... C'est une vie difficile et avec une majorité de gens qui n'ont pas accès à des commodités élémentaires, et une minorité qui est lettrée, qui est privilégiée entre guillemets, qui cohabite. Et donc tout ça, j'ai un intérêt à aller voir comment ça se passe, comment on vit tout ça et comment les femmes vivent tout ça. Et d'abord parce que je suis femme, parce que je suis femme écrivain, qui est une condition qui a subi jusqu'à présent des contraintes que moi aussi, comme écrivain, j'essaie d'envisager, d'analyser, de comprendre et de ne pas subir moi-même, de m'affranchir de certaines choses. Donc, oui, en général, je fouille mes personnages et je mets moins l'emphase sur le côté narratif de mes textes que sur le côté étude des caractères, des psychologies et tout ça. Donc je pense que dans mon roman L'heure hybride, qui est un roman pratiquement écrit à la première personne, ça ressort assez, bien que je me sois mise dans la peau d'un homme pour écrire ce roman. Et Fado aussi, c'était la même chose. Fado reflète un moment particulier de ma vie où ça me sortait de partout, cette affaire d'être femme, d'être épouse, d'être mère, d'être écrivain, de vouloir m'enfuir de ce pays qui est en train de m'étouffer. C'était vraiment un moment où ce livre est sorti comme, je sais pas, comme une délivrance. Et je pense que d'une certaine façon, il reflète ce que beaucoup de femmes vivent dans notre société. Et des fois, on n'écrit pas les livres, on les subit, ils nous écrivent. Je pense que c'est ce qui m'arrive assez souvent. Bien que parallèlement aussi, je m'intéresse à cette tranche d'histoire qui commence vers le début des années 60, parce que c'est mon enfance, c'est ma vie. Et j'ai comme une obsession de comprendre ce qui se passait dans ce temps-là où moi j'étais gamine, où je vivais ma vie sans trop bien comprendre ce que c'était une dictature, ce que c'était ces gens qu'on faisait disparaître, comment les gens vivaient dans les foyers sous ce régime. Et de plus en plus, d'un point de vue d'écriture, même si c'est sporadiquement dans ce que j'écris, ces souvenirs-là reviennent, mais là maintenant je mets plus de focus sur cette période-là dans ce que j'écris, et c'est l'objet de mon prochain roman d'ailleurs, qui se déroule au début des années 60. Donc c'est difficile pour moi de cerner une thématique en particulier dans mon inspiration. Je dirais plutôt que non, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'être qui m'intéresse vraiment. Et peut-être dans le futur, je changerai, je penserai à autre chose, mais là, je suis encore bien là-dedans. Parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment aussi avant. Et maintenant, nous sommes quelques femmes à écrire et qui livrons l'intérieur de nous-mêmes, qui livrons l'intérieur du pays, l'intimité de nos foyers et de nos vies. Et c'est une façon de tourner la littérature aussi, un peu comme un gant, faire voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, c'est l'apport des femmes à la littérature haïtienne pour le moment. Et moi,
je veux aller dans ce sens-là, faire cet apport-là aussi, le pousser le plus loin que possible. Et je pourrais ajouter que vivre aussi dans cette ville, c'est un quotidien que nous faisons marcher, que nous poussons. Moi, je pense qu'à Port-au-Prince, il n'y a pas suffisamment de rencontres culturelles, il n'y a pas suffisamment d'échanges. Et tout ce que nous en prenons, tout ce que nous entreprenons est difficile à faire marcher parce qu'on est pris dans cette course de rat, comme on dit en anglais, ce rat race de survie. Et on va au boulot, on va faire ses courses, on va chercher les gosses à l'école, on remplit nos obligations et c'est ce qui est devenu notre train-train, c'est ce qui est devenu notre vie. Et c'est quand même un grand paradoxe qu'il y ait des écrivains, qu'il y ait des sculpteurs, des musiciens, parce que chacun est replié sur son petit soi-même et nous arrivons quand même à trouver assez de motivation pour créer, nous ressentons ce besoin, nous le subissons peut-être et il nous pousse à sortir de nous-mêmes, mais dans le secret de la création plutôt, pas dans l'échange d'énergie qu'on pourrait trouver à créer avec les autres. Et ça, je pense que ça nous manque. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a des bibliothèques, il y a des troupes de théâtre, mais c'est lourd, c'est lourd à faire vivre, c'est difficile, les moyens sont limités et je pense que de ce point de vue-là, moi je m'inquiète un petit peu de la relève, par exemple, dans le domaine de la littérature. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes à se tenter, à s'essayer à l'écriture, parce que ça prend quand même un bon 10 ans entre le moment où on se décide, bon, je fais ce choix, je vais essayer de me mettre à l'écriture et de tenir aussi longtemps que je peux. Mais si on a vraiment ça dans les tripes, qu'on est écrivain, eh bien, à part les génies qui, à 17-18 ans, écrivent des petits chefs-d'œuvre, mais l'écrivain normal, eh bien, il s'épanouit, il prend du temps et cette relève-là, je ne la sens pas suffisamment présente ou bien si elle est là, elle n'est pas suffisamment encadrée. Mais tout ça pour dire qu'il manque quand même à Port-au-Prince et dans tout le pays plus de chaleur, plus d'échanges au point de vue de la création. Ou bien, je ne sais pas, on n'évolue pas suffisamment dans ce sens-là. Ça nous manque. C'est bizarre, mais je n'ai pas l'impression de vivre sur une île. Je n'ai pas cette impression, bien que oui, je vais à la mer, dans plein d'endroits à Port-au-Prince, on voit la mer, mais je n'ai pas cette sensation-là physiquement, géographiquement. Et je n'ai pas comment dire, de solidarité ou bien d'amitié particulière avec d'autres personnes ou des écrivains parce qu'ils habitent une île. Pour moi, l'affinité ne se circonscrit pas à une question d'être insulaire ou de ne pas l'être. Et mes amitiés, comment dire, mes sympathies, ça passe d'un être à un autre, pas d'un habitant d'un continent ou d'un habitant d'une île. Non, j'aime bien l'idée d'un endroit tropical, j'aime bien cette chaleur que j'ai, qui fait que je suis sur les tropiques et non pas en Amérique du Nord, c'est vrai, mais strictement en termes d'être un insulaire, non, et je ne pense pas que ça a pour moi une importance particulière ou une influence particulière sur ce que je suis. Parler d'enfermement, l'enfermement il est d'abord à l'intérieur de moi-même avant d'être géographique. Parce que, bon, peut-être parce que Haïti est à 2 pas de la Floride et on peut toujours traverser et aller en République dominicaine, on n'est pas vraiment isolé. Je n'ai pas cette sensation d'être à l'écart, non. Sauf que l'enfermement, il est dans nous-mêmes, il est dans
on est enfermé dans le présent. Voilà, c'est ça pour moi. Et c'est une insularité qui est dans ma chair, elle est dans mes espoirs, dans le sens que l'enfermement, c'est le fait de ne pas pouvoir envisager l'avenir avec sérénité. C'est ça pour moi, être enfermé, plus que d'habiter sur une île que je peux laisser maintenant avec l'Internet, avec la technologie, on voyage, on n'est pas coincé. Mais c'est une affaire plutôt métaphysique, c'est l'enfermement pour moi sur une île, je pense.